Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission du monde canin de Jessica. La semaine dernière, on a terminé sur un sujet avant, parce que là, on va parler les chiens d'aujourd'hui, difficultés auxquelles ils doivent faire face, etc. Mais on a parlé des chiens errants. Et ça, là, tu m'as vraiment sur quelque chose. Tu dis que 75% des chiens qu'il y a sur la planète sont des chiens errants. Oui. Et là, écoute, leur comportement, donc, redevient sauvage. C'est comme des loups, dans le fond. C'est quoi? Bien, ça n'en reste pas moins des chiens. Donc, c'est sûr qu'avec la domestication, évidemment, ils n'ont pas du tout le même patrimoine génétique. Okay. Et évidemment, on peut les catégoriser, oui, un petit peu d'animaux plus errants que sauvages, évidemment, parce qu'ils ont quand même été domestiqués. Mais oui, il y a une tendance qui tient à dire que, évidemment, ces animaux-là retournent un peu à la nature, donc retournent un peu à leurs instincts un peu plus primaires, parce que, exemple, moi, mon teckel ou mon berger australien que je laisserais dans la nature, même si on n'aurait pas les conditions météorologiques qu'on a ici, probablement qu'ils ne survivraient pas. Mais ces animaux-là réussissent à survivre à travers le temps. Donc oui, il y a une certaine... il y a un certain côté primaire qui revient, oui, chez ces animaux-là. OK. Et puis, mais ce que je veux dire, c'est parce que c'est un peu comme, je dirais, le loup, le mythe sur le loup qui hurle, mais on nous dit qu'il y a eu beaucoup de chasse au loup, mais le loup n'attaque pas vraiment. Est-ce que les chiens errants ont ce même instinct-là? Je dirais que, tu sais, la plupart des chiens, ils sont pas à part de tous les autres animaux, incluant l'humain. Parce que tu me disais qu'il y avait moins de morsures sur ces chiens-là chez les gens que des chiens domestiques. Oui. C'est pourquoi? Bien, à la base, n'importe quel être vivant, on est plus passif qu'agressif. Donc, on cherche plus à fuir ou à éviter une situation ou un stimuli qu'on n'aime pas que de le provoquer. Donc, à la base, souvent, ces animaux-là, comme ils ont tout l'espace, la liberté, ils peuvent reproduire tout leur comportement, leur instinct naturel. Mais évidemment, il n'y a pas de frustration par rapport à ça. Il n'y a pas de manquement non plus. Le côté social est super bien comblé parce que ces chiens-là, exemple, même s'ils naissent dans un environnement un peu plus sauvage, bien, ils ont leur fratrie, donc leur père, leur mère, leurs frères et sœurs. Ils peuvent vraiment exercer leur socialisation à 100%. Ce qui fait que souvent, c'est des chiens qui savent mieux communiquer avec leurs congénères. Et souvent, comme ils ont la possibilité de ne pas avoir à subir le contact humain et à pouvoir fuir, s'éloigner. Souvent, la plupart des chiens, justement, vont prendre cette solution-là, ce qui fait que souvent, le taux de morsure est beaucoup moins élevé, évidemment. Évidemment, ça l'arrive. Il y a des chiens errants qui vont aussi attaquer, évidemment, les humains, mais souvent, ça va être plus dans un contexte de prédation. De prédation, OK. Ah, je comprends un peu. C'est un peu le principe de dire, écoute, ils sont conscients du danger. Si je me blesse, je suis foutu. Tandis qu'un chien domestique, lui, si je me blesse, je me fais soigner. Ils sont-ils conscients de ça? Non, ils se disent pas ça. Tu sais, le chien vit vraiment dans l'instant présent. Ça, je pense que c'est vraiment un bon côté qu'on doit vraiment prendre à notre avantage. Donc, le chien ne vit pas dans le futur ni le passé. Donc, il peut pas vraiment se poser la question de si je me fais mal plus tard, là, je pourrais pas. Tu sais, c'est vraiment simplement le fait que les chiens errants, leurs besoins sont comblés, il n'y a pas de manquement, la socialisation est faite super bien, ils ont la liberté de choisir s'ils désirent le contact ou non avec l'humain, ce qui fait que à ce niveau-là, il y a un taux de morsure qui est moins élevé, évidemment. Puis il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte qu'on va justement discuter aujourd'hui avec nos chiens qui vivent en société humaine, là, qui sont des chiens domestiqués. OK, parce que là, on parle, c'est beaucoup des chiens qui sont dans des pays moins... industrialisés. Industrialisés, OK. Alors, l'autre, les chiens d'aujourd'hui, puis les difficultés auxquelles ils doivent faire face. Il y en a beaucoup. Ah oui? On pourrait en parler pendant plusieurs heures. Donc, je vais essayer de faire quand même bref là, pour que tout ça rentre, évidemment, dans notre podcast d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de difficultés auxquelles les chiens doivent faire face parce que, de un, comme je l'ai mentionné dans les autres podcasts, notre société d'aujourd'hui est vraiment inadaptée aux chiens et à ses besoins et à ses instincts primaires, même malgré le fait qu'il a été domestiqué. Donc, c'est vraiment...
ce qui est important de comprendre, c'est que le chien, malgré à travers tous ces millénaires de domestication, ça n'en reste pas moins un prédateur avec ses instincts propres à lui, avec vraiment un besoin de liberté quand même assez grand parce qu'il couvrait beaucoup de territoire avant qu'il ait été domestiqué. Et qu'aujourd'hui, ben, ces instincts peuvent pas être comblés, ce qui fait que ça développe de la frustration, des manquements, ce qui développe des problématiques comportementales qui amènent des comportements agressifs du même fait. Donc, les difficultés auxquelles le chien doit faire face aujourd'hui, ils sont nombreuses. À la base, le chien aussi, c'est un animal qui communique avec la gestuelle, donc avec ce qu'on appelle des signaux d'apaisement qu'on va voir dans les prochaines capsules, mais qui est vraiment, en fait, les signaux d'apaisement, c'est quoi? C'est des mimiques, c'est des gestuels, c'est des regards, c'est vraiment, le chien communique avec sa gestuelle et c'est comme ça qu'il envoie des messages autant à ses congénères ou à tous les autres stimuli environnementaux. Nous, on communique avec la parole et le toucher. C'est pourquoi on sent autant le besoin de flatter, parler à notre chien. Mais il ne faut pas oublier que le chien, pour lui, il ne parle pas avec les autres chiens et il ne se flatte pas. On peut voir du léchage entre certains individus qui va être vraiment souvent une source d'instinct de survie. Et vous remarquerez que le seul contact vraiment direct que les chiens ont ensemble, à part durant le jeu, c'est pour se lécher. Et ils se lèchent toujours les endroits où le chien lui-même, à la base, est pas capable de se lécher. Donc, les oreilles, le museau, les yeux, souvent, ça peut être les extrémités, ces choses-là, le dos. Parce que le chien, à la base, n'est pas capable. Donc, l'instinct de meute, de survie a fait que quand il y a deux individus qui ont un lien étroit ensemble, il peut y avoir des périodes de léchage qui vont ressembler un peu à ce qu'on appelle, nous, ils se collent, ils se font des petits mamours, mais c'est pas nécessairement ça, c'est un instinct de survie. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'on communique pas du tout de la même manière que nos chiens, puis on vient pas à utiliser leur forme de communication à notre avantage. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le chien apprend et a une mémoire olfactive qui est bien différente de la nôtre. Donc, lui, tout est emmagasiné sur souvent ses sens, le sens de l'odorat étant le plus développé. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le chien naît avec le seul sens qui est vraiment développé dès la naissance, c'est l'odorat. Donc, il naît complètement aveugle, ses yeux sont fermés dès la naissance et il n'ouvre que ses yeux, là, qu'il commence à se décoller que vers l'âge de 2 semaines approximativement. Et il est sourd jusqu'à presque l'âge de 1 mois à 2 mois. Ça peut varier, dépendamment les races, dépendamment les chiens, etc. Au niveau aussi de son avancement, là, à partir de quand il est chiot jusqu'à être, évidemment, un chien adulte. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que jusqu'à environ ces 2 premières semaines de vie, oui, il y a un petit peu le goûter, là, mais pas si développé que ça. Mais pour le chien, tout n'est que odeur. Sa mère n'est qu'une odeur. Nous sommes qu'une odeur. Tout stimuli n'est qu'une odeur. Donc, le chien, c'est vraiment en bas âge qu'il va vraiment travailler puis qu'il va tout faire, en fait, ses sens. Il va créer vraiment sa mémoire olfactive comme ça. Fait que quand on comprend ça, on voit que autant on n'apprend pas de la même manière que les chiens, autant on communique pas de la même manière que les chiens, autant on socialise pas de la même manière. Les chiens, eux, vont socialiser avec le jeu. OK. Mais... OK. J'avais une question, mais je viens de la perdre. Mais en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que on est complètement à l'opposé de tout ce qui est les canidés. Mais quand on prend conscience de ça, on est capable de mieux interagir avec notre chien, de mieux socialiser avec lui, de créer un lien de confiance qui est plus établi, qui est mieux. Puis en même temps, on est capable aussi de mieux observer notre animal parce que tout va dans l'observation. OK, mais on s'entend que je pense que c'est réciproque au niveau de l'observation. Hein? Parce que, dans le sens que si on aurait une meilleure observation de notre chien, on aurait une meilleure compréhension parce que les gens, souvent, ont tendance à dire qu'un animal, ça ne parle pas, mais c'est complètement faux. Un animal, ça parle constamment, c'est qu'on ne l'écoute pas. Ça ne parle pas avec des mots, bien évidemment, mais ça parle grâce à son langage corporel. Okay. Et moi, quand je regarde un animal, il me parle constamment. Il est toujours en train de m'envoyer de l'information. C'est juste qu'on est tellement rendu aveugle à cause que nous, on communique, comme je l'ai dit, avec la parole et avec le toucher, qu'on voit même plus
notre naturel, on dirait qu'on a perdu nos instincts naturels que les animaux ont gardés. Dans le sens, tu sais, les sens innés, on dirait que nous, on les a plus. À force d'avoir utilisé la parole. Donc là, j'en suis venue à me poser la question, est-ce que la parole nous aide vraiment, dans le fond, à mieux communiquer? Parce qu'on dirait qu'on perd tous nos instincts un petit peu plus innés par rapport à ça. Aussi. OK. Ah oui, bien là, c'est le questionnement des humains. Je pense que tu n'as pas tort là-dessus. Mais parce que c'est vrai, un chien, je vais être honnête avec toi, des fois, moi, je fais un claquement de doigts, puis ça veut dire, hey, tu t'en vas de là. Puis il va. Puis puis là, je m'aperçois que ce que j'y dis, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est vraiment le geste que je fais qu'ils comprennent. Tu sais, je fais ça, il s'en vient. Oui. Tu sais, c'est... au lieu de dire, hey, viens-t'en, il n'est pas sûr. Non. Le chien peut finir par comprendre des tonalités, des mots, évidemment, qu'il va associer à des comportements. Ouais, c'est ça. Mais avant tout, il va beaucoup plus facilement et rapidement associer notre gestuelle ou la commande gestuelle à la commande vocale. Et la parole pour les chiens, ça veut rien dire dans le sens qu'il nous entend tellement parler à tous les jours que pour lui, ça n'a pas quelconque intérêt. À part, évidemment, là, il y a eu une association qui est faite avec le mot. Mais c'est important de comprendre que le chien va beaucoup plus... Donc, si on veut envoyer un message à notre chien qui est beaucoup plus clair, on doit l'envoyer avec notre gestuelle, avec notre corps, et non nécessairement à l'aide de mots. À moins que le chien connaît la commande vocale. Là, évidemment, il va comprendre ce qu'on lui demande. Mais sinon, évidemment, toujours y aller au niveau de la gestuelle. On va avoir une meilleure communication avec les chiens, évidemment, et tous les autres animaux à la base. Oui, OK. Puis là, on parle des sites de restriction, privation, la liberté et contrôle excessif. C'est quoi ça? Bien, en fait, moi, ce que je voulais montrer un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de facteurs qui viennent aggraver vraiment la santé mentale, physique, psychologique de nos chiens. Et ça, c'en est une. Fait que quand on parle de restriction, privation et contrôle excessif, c'est que, comme je l'ai mentionné dans l'ancien podcast, le chien, c'est le seul animal sur lequel on a un contrôle absolu. Donc, ce que j'entends par là, c'est que le chien, c'est le seul animal qu'on demande même que c'est nous qui décident quand il va faire ses besoins. On voit ça chez aucun autre animal. Pas chez le chat, en tout cas. Non, pas chez le chat, pas chez les rongeurs, pas chez les amphibiens, ni chez les chevaux, les autres animaux comme ça. Là. Donc là, c'est juste pour montrer à quel point le contrôle est absolu. Parce qu'on contrôle à l'heure qu'il mange, on contrôle quand il sort, on contrôle quand il va faire ses besoins, on contrôle quand il dort, avec qui il joue, ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment très intense. Et ça l'apporte, évidemment, c'est sûr, une restriction qui est difficile parce que le chien, une fois qu'on enlève ce contrôle-là, ben, il ne sait plus comment se comporter parce que habituellement, on contrôlait, évidemment, tout ce qui était familier à lui puis tout ce qui était dans son quotidien. Il y a beaucoup aussi les restrictions. Quand on parle de restrictions, je m'approche un peu plus à tout ce qui est vraiment... Aujourd'hui, nos chiens, on leur permet pas d'être des chiens. Comme j'ai dit, un chien, c'est un prédateur. Mais aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est de rester couché pendant des heures sans avoir à sortir juste une mini-promenade durant la soirée, quand le chien avait l'habitude de couvrir des centaines et des centaines de kilomètres par jour, mais au fil du temps. On leur demande d'être des êtres qui s'entendent avec tout le monde, alors qu'à la base, on va le voir, le chien est sélectif. On leur demande aussi d'être de jolis toutous, puis de pas vouloir attaquer ou à faire de la prédation, exemple, sur les petits animaux, ces choses-là, alors que c'est un prédateur. On lui demande d'être un gentil toutou, puis de rien détruire, alors que c'est un animal qui, comme je l'ai dit, a une mémoire olfactive, ce qui fait qu'il va tout découvrir aussi en goûtant, parce que le chien, lui, ne fait pas... Nous, on va toucher. Le toucher va se faire vraiment au niveau des mains. Le toucher chez le chien, il va avoir un toucher qui se fait au niveau des pattes. Mais en premier lieu, le toucher se fait chez le chien au niveau de la gueule, parce qu'ils ont la préemption au niveau de la gueule. Nous, on a la préemption par rapport aux mains. Donc là, on lui demande de toucher à rien, de pas rien détruire, de pas creuser, alors que c'est un comportement complètement naturel pour le chien, soit d'enterrer une ressource, soit de se rafraîchir, soit de creuser par plaisir. Donc, on a un peu façonné des races
pour les utiliser à titre de travail, ces choses-là. Puis là, on leur demande de faire contrairement le contraire de ce qu'on leur a qu'on les a appris, puis qu'on les a peaufinés et sélectionnés génétiquement pour faire ce type de travail-là. Donc, c'est un petit peu là-dedans que j'apporte au niveau des restrictions. Même chose au niveau de la liberté. Le chien, bien évidemment, il doit toujours être en laisse. On va le revoir au niveau de la législation, surtout au Québec. Donc, le chien, on demande toujours que dans des lieux publics, il soit en laisse. La laisse vient causer beaucoup de problématiques à ce niveau-là parce que la laisse vient empêcher le chien de socialiser de la bonne manière. Ça l'enlève aussi un peu l'approche qu'il aurait. Ouais, okay. Donc, tout ce qui est au niveau aussi du manque de liberté, que ce soit que les chiens, justement, ne peuvent pas être libres, doivent toujours être attachés, ne peuvent pas aller dans tel et tel lieu public. Ça l'amène beaucoup aussi qu'on renferme le chien. Donc, après ça, on se demande pourquoi il est souvent que certains sont antisociaux, éprouvent des comportements agressifs, ont peur, sont agressifs envers l'humain. Ben, c'est comme si toi, je t'enferme les 10 premières années, ou mettons, un enfant, sa première année de vie, qui est l'année cruciale où il fait la plupart de ses apprentissages, dans un sol. C'est sûr que tu sors l'enfant de là, puis l'enfant va avoir peur de tout, aura pas de capacité sociale, aura pas une bonne capacité d'adaptation parce qu'il n'a jamais eu à s'adapter à rien, puis il connaît rien. Ce qui fait que ça va créer un individu vraiment très anxieux, très stressé, qui sera pas capable de s'adapter à la société d'aujourd'hui. Mais c'est un petit peu ce qu'on fait avec nos chiens, puis qu'on leur reproche. Mais on leur donne pas toutes les possibilités nécessaires pour être capable d'en faire un individu sécuritaire, qui est capable de s'adapter facilement et capable de vivre en société humaine. OK. Puis là, quand même, puis concernant les éleveurs professionnels, c'est un peu le même principe, dans le fond. Oui. Il y a aussi beaucoup... il y a un facteur qui aggrave beaucoup, autant, comme je dis, le comportement, la génétique, tout ce qui touche à nos chiens au niveau de l'élevage. Là, je parle vraiment principalement ici au Québec, parce que ça varie vraiment d'une province ou d'un pays à l'autre. Mais quand on parle ici au Québec, il n'y a pas de législation concernant les éleveurs. Donc, n'importe qui peut s'auto-acclamer éleveur alors qu'il ne l'est pas du tout ou n'a aucune connaissance, autant de l'animal, autant de la race, et peut-être pas nécessairement éthique. Ce que j'entends par là, et ça, on va le voir aussi plus loin, fait que j'aborderai pas trop ce sujet-là parce qu'on va y revenir, mais ce qui est important, c'est d'avoir un éleveur éthique. Et le fait qu'il manque de réglementation concernant les éleveurs éthiques, ça a amené beaucoup de problématiques parce que n'importe qui reproduit n'importe quel chien avec n'importe quel chien sans se douter si le chien a une bonne santé, s'il a une bonne génétique, s'il a un bon tempérament. Puis ça, il y a beaucoup aussi le facteur de l'argent, dans le sens aussi avec l'inflation, le prix des chiens a triplé, quadruplé. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi malveillantes qui ont vu tout l'argent à pouvoir aller faire, à se graisser à la patte, comme on pourrait dire, là, avec les chiens. Donc, ça aussi, ça a apporté le phénomène aussi, évidemment, des usines à chiots qu'on connaît, qui ont souvent... qui accoupent n'importe quel chien, puis qui ont une génétique, on pourrait dire, vraiment très mauvaise. Et souvent, ils vont se fier juste à l'aspect physique du chien. Donc, il ressemble à un Shih Tzu, il ressemble à un Chihuahua, on les fait reproduire ensemble, vu que ça ressemble à 2 Chihuahuas. Comme ça, les gens pensent que c'est un Chihuahua pure race, puis ils vendent ça après ça dans les animaleries à des prix exorbitants, en se prononçant que c'est un Chihuahua pure race ou tel chien de pure race, alors que ce ne l'est pas du tout. Et souvent, c'est les conditions médiocres qu'on retrouve chez des éleveurs mal intentionnés ou dans les usines à chiots. Parce que souvent, c'est des gens qui vont faire reproduire en quantité phénoménale. Donc, souvent, ils n'ont même pas le temps de prendre soin de ces chiots-là. Ces chiots-là et les reproducteurs vont être souvent mis dans vraiment des immeubles qui sont fermés où les chiens n'ont aucun contact avec d'autres chiens pratiquement, ou en tout cas, tout encabanés en cage avec quelques-uns. Leurs conditions concernant la salubrité, concernant l'hygiène est dégueulasse. Ce qui fait que les animaux, souvent, vont développer des maladies, vont développer des problématiques, autant aussi comportementales et physiques, mentales. Souvent aussi, ces animaux-là vont être, vu que les gens arrivent, vont les nourrir vite fait, puis s'en aillent. Donc, ça fait vraiment des chiens qui développent beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Et ça, c'est ce qui apporte justement les comportements agressifs. Donc, il y a vraiment une grosse partie de la problématique qui est reliée à
justement aux faux éleveurs, aux usines à chaux, etc. Et ça, tant que ce problème-là ne sera pas réglé, on ne sera pas capable d'aller dans un taux de morsure qui est moins élevé parce que le Québec, on dirait, a la fameuse tendance à tout remettre ça sur le dos des propriétaires de chiens. Sauf que oui, il y a une grande incidence du comportement du chien qui est façonné par son propriétaire. Mais il y a une grande partie, on parle de plus de 25%, qui est fait par l'éleveur, par la génétique des parents aussi de ce chien-là et par les conditions où ce que le chien a vécu dans ses souvent 2 premiers mois de vie. Donc, ça a une grosse incidence phénoménale. C'est sûr que tant qu'il n'y aura pas de législation à ce niveau-là, on ne sera pas capable d'avoir des chiens qui ont déjà des bons tempéraments parce que... On a un manque de connaissances. C'est ça. Puis parce que c'est un petit peu le même principe, comme j'ai dit, qu'on enfermerait quelqu'un. Mais oui. Puis qu'après ça, on s'attendrait qu'il soit capable, qu'il ne développe pas de problématiques autant physiques, comportementales, physionomiques, puis qu'il soit capable de s'adapter à la vie d'aujourd'hui. Fait que ça, c'est sûr que ça en fait beaucoup partie, là. OK. Puis, puis là, au niveau de ce niveau-là de l'élevage, puis tout, c'est beaucoup, c'est énorme. Y en a-tu beaucoup des comme ça? Au Québec? Oui. Je pense qu'on est une des provinces, même au niveau mondial où, oui, on doit être celui qui a le plus d'usines à chiots, oui. D'usines à chiots, là, pas vraiment. Puis mauvais éleveurs, vu qu'il n'y a aucune législation OK. Parce qu'il y a des législations, il y en a ailleurs, mais pas assez au Québec. Ouais, non, pas ici. Okay. Pas ici. Puis, on va retrouver aussi beaucoup tout ce qui... Tu sais, aussi au niveau de la MAPAC, ces choses-là. Oui, on peut voir aussi, tu sais, maintenant, l'animal n'est plus considéré comme un bien. Quand on regarde au niveau vraiment des lois, là, il est considéré comme un animal doté d'une sensibilité, ces choses-là. Mais encore là, les lois concernant les êtres vivants ici au Québec sont très limitées. Ce qui fait que comme ils n'ont pas de statut à proprement parler, il n'y a pas de loi qui dit comment qu'on doit bien s'occuper d'un animal. Ce qui fait que, tu sais, oui, on a la MAPAC, ces choses-là, qui viennent nous aider, qu'on peut vraiment dénoncer les UNASO, les personnes, justement, qui font de la maltraitance envers les animaux. Mais encore là, il n'y en a tellement pas beaucoup d'évaluateurs de ces choses-là que souvent, on n'a pas assez de professionnels pour toute la demande puis tous les avis puis tout ça qui sont faits aussi, ce qui fait que ça cause aussi une problématique où, malgré des fois certains, qu'exemple, un mauvais éleveur ou certaines usines à chiots ont déjà eu beaucoup, exemple, d'amendes, ces choses-là, mais peuvent continuellement recommencer. Donc, il n'y a pas assez de personnes pour évaluer ça, là. Aussi, c'est sûr que ça fait partie aussi du problème, là. OK. Puis, mais c'est-tu un peu dans ton mandat? Ben moi, ce que je veux, c'est vraiment, oui, j'aimerais ça, ouvrir les yeux, pas seulement aux propriétaires de chiens, mais à tout le monde, puis à nos dirigeants ici au Québec, que ces problématiques-là, c'est un enjeu qui est hyper important, puis on le voit parce que, il me semble que c'est en 2022 de mémoire qu'il y a eu la législation sur les chiens dangereux. Donc, c'est un enjeu qui est primordial au Québec, mais on n'en porte aucune attention. Fait que c'est vraiment quelque chose que, oui, qui doit se modifier parce que c'est pas juste en éduquant les propriétaires de chiens, par les sensibilisant, qu'on va venir à enrayer cette problématique-là. Donc là, on parle aussi, donc il y a un manquement avec tout ça, il y a un manquement aux besoins du chien. Oui, il y a beaucoup de manquements aussi, comme j'en ai parlé un petit peu rapidement, là, au niveau des besoins essentiels du chien. Donc, ça, c'est sûr que ça vient causer vraiment une problématique qui est aussi un facteur aggravant, évidemment, à nos chiens d'aujourd'hui, parce que comme on a une malconnaissance du chien, on ne vient pas à combler tous ses besoins essentiels, ce qui fait que n'importe quel individu, qu'on parle n'importe quel être vivant, où ses besoins ne sont pas comblés, va développer, évidemment, des manquements, et ces manquements-là vont apporter des problématiques comportementales parce que l'individu va essayer, évidemment, de combler ces besoins-là à sa manière. Ce qui fait que avec des activités de substitut. Et ces activités-là, évidemment, ce ne seront pas des choses probablement qu'on aime. Parce qu'à la base, on n'aime rien du chien. On n'aime pas que le chien jappe, on n'aime pas qu'il saute, on n'aime pas qu'il creuse, on n'aime pas qu'il mordille, on n'aime pas qu'il détruise, on n'aime pas qu'il se promène puis qu'il couvre du territoire. Mais c'est ça, un chien. Okay. Donc, des fois, j'en viens à me demander, est-ce qu'on a un chien pour combler nos propres besoins ou on a un animal pour ce qu'il peut nous apporter, puis en même temps pour cohabiter avec lui. Mais il faut que ça soit du donnant-donnant.
sais, autant que l'animal, oui, peut nous apporter plein de belles choses, mais il faut que nous, on puisse lui apporter plein de belles choses puis qu'on puisse venir à combler ses besoins essentiels. Qu'on parle de manquement au niveau social, comme justement le manque de socialisation qui est aussi un aspect vraiment important, dans le sens, je l'ai dit, avec toutes les législations, comme nos chiens n'ont pas accès à tous les lieux publics, comme ils n'ont pas accès à certains lieux, comme ils sont vraiment plus privés, gardés, qu'on peut seulement les lâcher, exemple, dans les parcs canins, ces choses-là, bien, ça vient à créer aussi des problématiques parce que c'est un petit peu le même principe que quelqu'un qui peut pas sortir, qui peut pas voir d'autres humains, va avoir de la difficulté à bien communiquer, va avoir de la difficulté à parler son propre langage. D'où le pourquoi qu'on disait que 25% des chiens qui sont domestiqués parlent très mal le chien, justement. Ils connaissent même pas leur propre langage et ça, c'est en partie souvent par un manque de socialisation. Les éleveurs qui donnent les chiots trop rapidement, puis les chiots n'ont pas appris l'inhibition de morsure, n'ont pas appris le langage canin avec leur fratrie, ces choses-là aussi, là. Fait que ça, c'est très important parce que c'est sûr que c'est des facteurs qui viennent vraiment aggraver le chien d'aujourd'hui, évidemment. Puis à ça, on peut voir aussi, aussi la naissance des concepts de race qui a été standardisé, donc il y a plus de 150 ans. Donc, il y a environ 150 ans, on a commencé aussi à créer des races, surtout pour, on pourrait dire, nos plaisirs personnels. Donc, des chiens, on a modifié certains gènes pour faire des chiens aux aspects physiques plus cute, plus toujours content. Là, je parle ici, exemple, de tous les chiens avec le nez plat, qu'on appelle. Les boxeurs, donc, les boxeurs, c'est un petit peu moins prédominant, mais on parle plus, vraiment, exemple, le pug, tout ce qui est aussi, justement, un petit peu, oui, le bulldog, on peut le retrouver, ces chiens-là. Donc, souvent, c'est des chiens qu'on voulait avoir un aspect plus cute, qui avait l'air tout le temps heureux. Donc, des éleveurs qui sont pas nécessairement conscientiseux, donc, pour moi, on peut même pas les appeler à titre d'éleveur, ont génétiquement sélectionner des chiens avec le museau vraiment très court et à force de sélectionner évidemment des individus, donc des géniteurs avec ce trait-là, à la force, ça a fait des chiens où qui ont développé la maladie, là, je l'ai juste dit, le syndrome, le brachycéphale, si je le dis bien comme il faut, là, désolée, je suis pas non plus vétérinaire, mais ce syndrome-là, c'est vraiment un syndrome où les chiens vont avoir de la difficulté à respirer parce que le museau est tellement compressé que tout au niveau de la respiration, tout est difficile. Donc, souvent, c'est des chiens qu'on peut même pas amener en voyage en avion parce qu'avec la pression, ces choses-là, il y a plus de possibilités de décès. C'est des chiens aussi qui vont naître avec plein de problématiques de santé parce que, évidemment, leur côté physique n'est pas adapté pantoute à l'individu ou à n'importe quel être vivant. C'est des chiens aussi où on va retrouver souvent des fois aussi, il y a des aspects, exemple, souvent les gens vont dire de ce type de chien-là, il dort tout le temps sur le dos, c'est vraiment cute. C'est pas cute pantoute. Le chien qui dort sur le dos, ce type de race-là, c'est parce que quand il dort sur le ventre, son nez, puis toute sa cage thoracique, etc., son larynx, en tout cas, tout ça est tellement comprimé qu'il n'arrive plus à respirer. Fait que ces chiens-là ont développé la manie de dormir sur le dos, pour justement être capable d'avoir une meilleure respiration. Donc, tu sais, des fois, ce qu'on peut associer à des comportements qui sont cute, à des manies, ne sont pas du tout des manies ou des comportements qui sont cute, là, mais plus des instincts de survie. Donc, il y a aussi le fait vraiment que avec l'apparition des races, oui, il y a eu les éleveurs qui ont vraiment peaufiné les races selon vraiment ce qu'on voulait aller chercher, selon le travail qu'on voulait qu'ils soient considérés à faire, mais il y a aussi des éleveurs qui ont été vraiment juste à reproduire des races qu'ils voulaient trouver cute, donc, et qui ont reproduit ça un peu tout croche, ce qui fait que maintenant, il y a beaucoup de races qui ont des problématiques de santé ou autant physique que physionomique à cause de cela, mais ça, c'en est une qui fait partie. On peut voir aussi, exemple, le Doberman, que je vais en parler plus tard. Le Doberman, c'est la seule race de chien qui peut avoir le TOC, donc le trouble obsessionnel compulsif du tétage-léchage de flanc, qu'on appelle. Et ça, c'est un TOC qui a été principalement créé à cause que, là, je me souviens pas nécessairement dans quelles années, mais dans les années 1900, là, c'était une race de chien qui était très, très populaire. C'est une des premières races de chiens qu'on a vu apparaître aussi avec le Rottweiler, ces choses-là. Donc, c'est des chiens qui ont tellement été victimes de leur popularité, puis accouplés un peu tout croche, il y a eu beaucoup de consanguinité, ces choses-là, ce qui fait qu'ils ont développé un trouble qui est unique à eux.
Donc, on va le retrouver chez la plupart des Doberman et il va se développer, évidemment, soit à cause d'une partie génétique et soit aussi, quand le chien va être anxieux, stressé, va reproduire ce tic-là pour essayer de s'apaiser. Et on va le revoir aussi plus tard. Mais tout ça pour dire que, aussi, avec la domestication et l'apparition des races, est venu, oui, des bons côtés, mais aussi est venu des mauvais côtés. Puis c'est important d'en prendre connaissance aussi, là. OK, je commence quasiment à être mal à l'aise. Je me dis, je pense que je m'occupe pas assez de mes chiens. Mais c'est pas nécessairement le but du podcast, c'est pas que les gens se sentent mal ou quoi que ce soit. C'est pas non plus de critiquer ce qu'ils donnent à leur animal, c'est qu'ils prennent conscience puis qu'ils se posent les bonnes questions, justement, un peu comme tu le fais. De est-ce que ce que j'apporte à mon animal, c'est assez? Est-ce que je lui donne assez? Est-ce que je pourrais faire plus pour mon animal? C'est là. C'est ce qu'on veut, c'est que les gens s'introspectent, donc se remettent en question. C'est ça qu'on veut. Puis quand les gens se remettent en question, bien, c'est là qu'on va évoluer puis qu'on va changer tout ça. Fait que c'est pas qu'on se sente mal, parce que ça sert à rien de se sentir mal. Ça sert à rien de se dire « Ah, j'ai fait telle chose, je l'ai mal faite. » L'important, c'est l'avenir. Comment que là, je peux agir, interagir avec mon chien pour en faire un animal équilibré, heureux. T'sais. C'est surtout ça qui est important. Donc ça, c'est un petit peu de tout ce qu'on retrouve au niveau vraiment des difficultés qu'on retrouve au niveau du chien. Puis évidemment, la dernière qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui est les attentes aussi. On va en parler dans la prochaine émission. OK. Bon, ben parfait. Merci beaucoup. Merci.